Lors de mon dîner de remise de diplôme, grand-mère a dit « J'espère que les 1500 $ ont aidé ». J'ai dit « Quel argent ?» Et puis, l'argent disparaissait toujours, chaque paie de job d'été, chaque carte d'anniversaire avec un billet de 20 $ glissé à l'intérieur, chaque bourse d'études censée alléger mon fardeau. Tout s'évanouissait dans le trou noir des dépenses familiales de mes parents. J'avais appris à vivre modestement, à m'excuser d'avoir besoin de nouvelles chaussures, à faire des doubles services entre les cours pendant que mon estomac gargouillait. Jusqu'à ce moment, lors de mon dîner de remise de diplôme, où la question innocente de ma grand-mère a tout fait voler en éclats. J'espère que les 1500 $ que je t'ai envoyés chaque mois t'ont aidé, ma chérie. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. L'expression qui apparut sur le visage de mes parents disait tout. 72 000 $, volés par les personnes qui étaient censées me protéger. J'avais passé des années à croire que j'étais le fardeau. Maintenant, je réalisais que j'avais été la banque. Et en regardant dans les yeux de ma grand-mère, en voyant sa fureur silencieuse s'enflammer, je compris, certaines trahisons ne peuvent être pardonnées, certaines dettes doivent être remboursées intégralement. Je lissai le devant de ma toge de diplômé pour la 100e fois, jetant des regards furtifs à mon reflet dans le miroir du couloir. 4 années de nuits blanches, de repas de ramen et de fins de mois difficiles avaient mené à ce moment. Les voix de mes parents flottaient depuis la salle à manger, le son familier du rire d'hôtesse théâtrale de ma mère parvenant à mes oreilles. « Kala, ma chérie, tout le monde attend », appela la voix de ma mère, avec ce ton mielleux qu'elle réservait aux invités. Je pris une profonde inspiration et entrai dans la salle à manger. Notre modeste maison avait été transformée pour l'occasion, des fleurs fraîches que je savais que nous ne pouvions pas nous permettre, la belle porcelaine qui n'apparaissait que lorsque ma grand-mère venait, et même une bannière, félicitations, diplômé, suspendue au-dessus de la cheminée. Mon père, porteur, versait du vin tout en engageant mon oncle dans une conversation sur les valeurs immobilières. Ma mère, Hélène, voltigeait entre les invités avec une grâce étudiée, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière. Et puis il y avait grand-mère Vivien. Contrairement aux autres, elle se leva immédiatement quand j'entrai, les yeux brillants d'une fierté sincère. « La voilà », annonça Vivien, traversant la pièce avec une vitesse surprenante pour ses 72 ans. Ma brillante petite fille. Son étreinte était différente des câlins superficiels de ma mère, plus chaude, plus serrée, sincère. Vivien recula, me tenant à bout de bras pour m'admirer. « Tu ressembles trait pour trait à ma mère le jour de sa remise de diplôme, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Forte, prête à tout. Ma mère apparut à mes côtés, posant une main sur mon épaule avec juste assez de pression pour créer une distance entre Vivien et moi. « Mère, vous allez froisser sa toge avant que nous prenions des photos. » Les yeux de Vivien lancèrent un éclair, mais son sourire demeura. « Certaines choses valent la peine d'être froissées, Hélène. » La dynamique entre elles avait toujours été tendue, bien qu'aucune des deux ne l'admettrait ouvertement. Vivien vivait à 3 heures de route dans sa petite maison victorienne, celle qu'elle avait refusé de vendre même après le décès de mon grand-père. Elle venait rarement, généralement pour les vacances et les occasions spéciales, chaque visite étant marquée par l'anxiété de ma mère et les absences stratégiques de mon père. Le dîner se déroula avec les banalités attendues. Mon père se leva pour porter un toast, sa flûte de champagne levée bien haut. « À Kala, qui nous a rendus fiers en obtenant son diplôme avec mention, dit-il, son sourire étudié n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Bien que nous ayons toujours su qu'elle réussirait. » Ma mère hocha la tête avec enthousiasme. « Malgré les difficultés financières, nous t'avons toujours dit, n'est-ce pas, Kala, que peu importe à quel point la situation était serrée, nous trouverions un moyen. » Je souris faiblement, me souvenant des innombrables fois où j'avais entendu ces mots exacts, « Nous ne pouvons pas nous permettre ça pour l'instant, Kala. Peut-être le semestre prochain. Tu sais à quel point la situation est serrée. » Ça avait été la bande-son de mes années d'université, la raison pour laquelle j'avais eu 2 emplois tout en suivant un programme de cours complet, l'explication pour laquelle je ne pouvais pas rejoindre mes amis pour les vacances de printemps, pourquoi je ne pouvais pas me permettre une thérapie quand les crises de panique avaient commencé en 2e année, pourquoi je portais les 3 mêmes tenues en rotation jusqu'à ce qu'elles s'effilochent aux coutures. Kala a toujours été si compréhensive au sujet de notre situation, continua ma mère, tendant la main pour prendre la mienne par-dessus la table. Si mature à propos des sacrifices. Vivien posa sa fourchette avec un soin délibéré. Des sacrifices ? Mon père s'éclaircit la gorge. Eh bien, vous savez, mère Vivien, tout le monde n'a pas des ressources illimitées. Nous avons toujours été honnêtes avec Kala au sujet de notre situation financière.
Honnête, répéta Vivien, son ton neutre mais ses yeux vifs. Elle se tourna vers moi avec une intensité inhabituelle. Kala, les virements mensuels et les 1500 $ que je t'ai envoyés pendant toute ta scolarité ont-ils aidé avec ces sacrifices? Un silence se fit à table. Mon verre se figea à mi-chemin de mes lèvres tandis que je digérais ces paroles. Quel argent? Demandai-je lentement, la question flottant dans l'air comme de la fumée. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Mes yeux se tournèrent vers mes parents, qui étaient devenus complètement immobiles, le visage de ma mère vidé de sa couleur tandis que la mâchoire de mon père se contractait de manière presque imperceptible. Les 1500 $ que je t'ai envoyés chaque mois depuis que tu as commencé l'université, clarifia Vivien, ses yeux ne quittant jamais les miens. Pour les dépenses, les urgences, et pour que tu n'aies pas à t'épuiser au travail pendant tes études. Le silence s'étira, rompu seulement par le bruit de mon oncle posant maladroitement ses couverts. Il doit y avoir un malentendu, dit finalement ma mère, son rire, cassant et faux. Mère, peut-être devrions-nous discuter de cela en privé. Je n'ai jamais reçu d'argent de grand-mère, dis-je, ma voix me paraissant lointaine à mes propres oreilles. Pas une seule fois. L'expression de Vivien se durcit alors qu'elle se tournait vers mes parents. Hélène, Porter, de quoi parle-t-elle? Mon père se reprit le premier, son sourire commercial se glissant en place. Il doit y avoir une erreur bancaire. Je suis sûr que nous pouvons régler ça. C'est Hélène qui s'occupe des comptes. J'ai gardé tous les reçus, intervint Vivien, sa voix calme mais ferme. Chaque confirmation de virement. Pendant 4 ans. La réalisation me frappa comme un choc physique, 4 ans, 72 000 $. Pendant que je mangeais des ramen et travaillais de nuit au café du campus, pendant que je refusais des soins médicaux et des opportunités sociales, pendant que je me noyais sous la culpabilité chaque fois que je dépensais de l'argent pour des produits de première nécessité. Vous avez dit que nous avions des difficultés, murmurai-je en regardant ma mère. Vous avez dit que vous preniez des services supplémentaires pour m'aider à rester à l'école. La main de ma mère trembla alors qu'elle attrapait son verre de vin. Nous l'épargnions pour ton avenir. Pour les urgences. Quelles urgences? Demandai-je, ma voix s'élevant. L'urgence où ma voiture est tombée en panne et où je n'ai pas pu aller en cours pendant 2 semaines parce que vous avez dit que vous ne pouviez pas aider? L'urgence où j'avais besoin d'un traitement de canal et où vous m'avez dit de prendre de l'ibuprofène jusqu'aux vacances d'été. Vivien posa sa serviette sur la table et se leva avec une dignité tranquille. Je pense que nous avons eu assez de célébrations pour ce soir. Kala, voudrais-tu me raccompagner à ma voiture? Mon père se leva brusquement. Mère Vivien, s'il vous plaît, ne gâchons pas le jour spécial de Kala avec un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, répondit froidement Vivien, et les seuls qui gâchent quelque chose, c'est toi et ma fille. Elle se tourna vers moi, sa voix s'adoucissant. Kala, je serai à l'hôtel Parkside en ville, chambre 312. Viens me voir quand tu seras prête à parler. Alors qu'elle sortait, le silence qu'elle laissa derrière elle était assourdissant. Mon cousin fixait son assiette. Mon oncle marmonna quelque chose à propos des affaires de famille, tandis que ma tante suggéra qu'il devrait partir. Je restais figé, regardant la fête de famille se désintégrer autour de moi, prenant soudain conscience que tout ce que je pensais savoir de ma vie, de mes parents, pourrait être bâti sur des mensonges. Le sommeil refusa de venir cette nuit-là. J'étais allongé dans ma chambre d'enfant, fixant les étoiles phosphorescentes que mon père avait mises au plafond quand j'avais 10 ans, l'un des rares souvenirs heureux que j'avais avec lui. La conversation avec mes parents après le départ de tout le monde avait été brève et insatisfaisante. Nous te protégions, avait insisté ma mère, son mascara maculé par des larmes de crocodile. Tu n'étais pas prête pour ce genre d'argent. Nous allions te le donner après la remise des diplômes, comme une surprise. Mon père avait été plus stratégique. Ta grand-mère a toujours essayé de contrôler cette famille avec son argent. Nous t'apprenions l'indépendance. L'indépendance. Le mot résonnait dans mon esprit alors que je me souvenais des nuits où j'avais eu faim pour économiser pour les manuels scolaires, des bourses pour lesquelles je m'étais battu, des prêts que j'avais contractés malgré les assurances de mes parents qu'ils s'occupaient de tout. À l'aube, j'étais assise en tailleur sur mon lit, entouré de vieux journaux intimes, de cartes d'anniversaire et de lettres. J'avais commencé à remarquer des schémas, des références à des cadeaux que je n'avais jamais reçus, les commentaires constants de ma mère sur mes goûts de luxe, les culpabilisations quand j'avais besoin de nouveaux vêtements ou de fournitures scolaires. Quand la première lueur du matin filtra à travers mes rideaux, je m'habillai en silence et sortis de la maison avant que mes parents ne se réveillent.
Le trajet jusqu'à l'hôtel Parkside ne prit que 15 minutes, mais j'eus l'impression de franchir une frontière vers un nouveau territoire. Vivien m'ouvrit la porte immédiatement, déjà vêtu d'un simple chemisier bleu et d'un pantalon, ses cheveux argentés soigneusement épinglés. Elle ne semblait pas surprise de me voir. « Je suis debout depuis 5 heures, dit-elle en me faisant entrer. Certaines habitudes ne meurent jamais, même à la retraite. La chambre d'hôtel était modeste mais confortable. Vivien avait déjà commandé le petit déjeuner, assez pour 2. Je pensais que tu pourrais venir tôt, expliqua-t-elle en me servant du café. Tu as des questions, j'ai des réponses. Mais d'abord, mange quelque chose. Tu as l'air épuisé. Je grignotais un croissant pendant que Vivien était assise en face de moi, sa posture parfaite mais ses yeux doux. J'aurais dû vérifier directement avec toi, commença-t-elle, le regret évident dans sa voix. J'ai fait confiance à Hélène quand elle disait que tu étais trop occupé par tes études pour beaucoup parler. C'était mon erreur. Depuis combien de temps envoyez-vous de l'argent, demandai-je, le café amer sur ma langue. Vivien soupira. Depuis que tu as commencé l'université. 1500 $ chaque mois. Mais ce n'est pas tout. Elle attrapa son sac à main et en sortit un portefeuille en cuir. J'ai aussi envoyé 500 $ par mois pendant tes années de lycée pour ton fonds d'études universitaires. On m'a dit. Mes mains commencèrent à trembler. C'est 24 000 $ de plus. Oui. Près de 100 000 $ au total, qui t'était destiné. Vivien ouvrit le portefeuille, révélant des relevés bancaires méticuleusement organisés. J'ai toujours gardé des archives. Ton grand-père me l'a appris. Je fixais les papiers, chacun étant une confirmation de la trahison de mes parents. Pourquoi ne l'avez-vous jamais mentionné quand nous parlions? Nous parlions rarement, Kala. C'est une partie du problème, la voix de Vivien se fit plus vive. Chaque fois que j'appelais, Hélène disait que tu étudiais ou travaillais. Quand j'envoyais des cartes d'anniversaire ou des cadeaux de Noël avec des chèques, elle me racontait plus tard comment tu les avais dépensés. Je l'ai cru. Elle fit une pause, ses mains se joignant fermement. J'aurais dû insister davantage. Je t'ai laissé tomber. Non, dis-je fermement. Ce sont eux qui m'ont laissé tomber. Ils nous ont menti à toutes les deux. Vivien hocha lentement la tête. Oui, et je pense que nous devons comprendre jusqu'où cela va. Après le petit déjeuner, nous avons établi un plan. Je vérifierai mes relevés bancaires et rassemblerai des preuves. Vivien consulterait son avocat sur les options légales. Nous nous reverrions le lendemain. En retournant à mon appartement près du campus, mon esprit était assailli de souvenirs, la fois où ma mère a prétendu que mon chèque d'anniversaire de Vivien avait été refusé, me faisant sentir trop honteuse pour remercier ma grand-mère, le voyage universitaire en Europe que j'avais été forcé de décliner parce que mes parents disaient que nous ne pouvions pas nous permettre la compte, malgré l'argent de Vivien censé m'attendre sur mon compte, l'hiver où mon chauffage avait été coupé parce que je ne pouvais pas payer la facture pendant que je faisais des doubles services entre les cours. Dans mon appartement, j'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte bancaire, celui que ma mère m'avait aidé à ouvrir à mes 18 ans. J'ai parcouru des années de transactions, cherchant la moindre trace de la générosité de Vivien. Rien. Les mains tremblantes, j'ai appelé la banque. J'ai besoin de savoir s'il y a d'autres comptes associés à mon numéro de sécurité sociale, dis-je après avoir vérifié mon identité. Je vois 3 comptes, répondit le représentant. Votre compte chèque et votre compte d'épargne que vous consultez actuellement en ligne, et un compte joint avec Hélène Winter. Mon estomac se noie. Je n'ai jamais ouvert de compte joint avec ma mère. Les formalités ont été accomplies lorsque vous aviez 17 ans, selon nos dossiers. Votre mère a le pouvoir de signature. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement envoyé un texto à ma cousine. Nous avions été proches enfants mais nous nous étions éloignés ces dernières années, ce que je soupçonnais maintenant avoir été délibéré de la part de mes parents. Besoin de parler. C'est important. À propos d'argent et de notre famille. Sa réponse arriva en quelques minutes. Tu as enfin compris? Appelle-moi. Je me demandais quand tu réaliserais ce qui se passait, la voix de Myrène était familière et pourtant distante quand j'ai appelé. Anne-Alan et l'oncle Porter ont fait la même chose avec mon fonds d'études universitaires de grand-père avant qu'il ne meure. Ils l'ont géré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, demandai-je, la blessure se mêlant à la colère. J'ai essayé une fois. Tu les as défendus si ardemment qu'Anna a convaincu tout le monde que j'étais jalouse et que je mentais.
La voix de Myrène était neutre, sans amertume. Après ça, mes parents ne m'ont plus laissé passer de temps avec toi sans surveillance. Ils disaient que j'étais une mauvaise influence. La conversation avec Myrène a ouvert une autre blessure, la prise de conscience que mon isolement n'avait pas été accidentel. Des amis qui s'étaient éloignés après avoir rencontré mes parents, des parents qui avaient cessé de m'inviter à des événements, les manières subtiles dont ma mère avait critiqué quiconque se rapprochait trop. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel de Vivian avec une lettre notariée de sa banque confirmant tous les virements effectués à mes parents au fil des ans. Près de 100 000 $, comme elle l'avait dit. La preuve était irréfutable. Je me suis rendu chez mes parents le lendemain matin, déterminé à les confronter directement. Ma mère a ouvert la porte en peignoir, feignant la surprise. « Kala, nous pensions que tu étais retourné à ton appartement. Entre, je vais faire du café. » Mon père était assis à la table de la cuisine, journal en main, comme si c'était un jour normal. Il l'a baissé légèrement quand je suis entré, son expression soigneusement neutre. « Je suis au courant pour le compte joint, dis-je sans préambule. Je sais que vous avez falsifié ma signature quand j'avais 17 ans. » La main de ma mère s'immobilisa sur la cafetière. « C'est une accusation grave, Kala. » »« Ce n'est pas une accusation, c'est un fait. » La banque l'a confirmé. Mon père plia son journal délibérément. « Nous avons fait ce que tout parent responsable ferait. Tu étais mineur. Nous avons ouvert un compte pour ton avenir. »« Où est l'argent ?» demandai-je. « L'argent de grand-mère. »« Mon argent. » Le visage de ma mère se transforma, son expression se durcissant. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies ? Avec des accusations ? D'où crois-tu que venaient tes frais de scolarité ? Ton appartement ? Ta voiture ? » « J'ai payé mon appartement avec mes emplois, répliquai-je. J'ai obtenu des bourses pour les frais de scolarité, et la voiture venait de l'oncle Julien. Vous l'avez juste mise à votre nom à cause des tarifs d'assurance. Tu es ingrate, dit ma mère, sa voix s'élevant. Nous avons tout sacrifié pour toi. Qu'avez-vous sacrifié, demandai-je, ma voix d'un calme mortel. Vos voyages au Mexique chaque hiver ? La rénovation de la cuisine l'année dernière ? La nouvelle voiture de papa. Mon père se leva, sa chaise raclant le sol. Ça suffit. Tu ne comprends pas les responsabilités des adultes, Kala. Nous avions des dépenses, des investissements. Arrêtez de mentir, criai-je, me surprenant moi-même par la force de ma colère. Arrêtez, c'est tout. J'ai les relevés bancaires. J'ai les déclarations notariées de grand-mère. Je sais ce que vous avez fait. Le visage de ma mère se décomposa en larmes, la même performance que j'avais vue d'innombrables fois quand elle voulait mettre fin à une conversation difficile. Comment peux-tu nous faire ça ? Après tout ce que nous avons fait. Tu me brises le cœur. Pour la première fois, je reconnus la manipulation dans ses larmes, la façon dont elle avait toujours tordu les situations pour se faire passer pour la victime. Combien de fois l'avais-je réconforté alors que c'était moi qui avais été lésé ? Je vais découvrir exactement ce qui est arrivé à cet argent, dis-je en reculant vers la porte. Et je vais m'assurer que grand-mère sache tout. L'expression de mon père s'assombrit. Ne nous menace pas, Kala. Nous sommes toujours tes parents. Plus maintenant, murmurai-je, les mots me brûlant la gorge. Pas après ça. J'ai quitté leur maison me sentant à la fois brisé et étrangement libre. Dans ma voiture, j'ai trouvé un texto de Vivian. Mon avocat nous recevra à 14 heures. Je passerai te prendre à ton appartement. Nous affronterons cela ensemble. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de ne pas être seul. Le bureau de l'avocat était logé dans une maison victorienne reconvertie du centre-ville, son intérieur chaleureux avec des boiseries et des fauteuils en cuir. Monsieur Harlow, l'avocat de Vivian depuis plus de 20 ans, était un homme mince avec des lunettes à monture argentée et une façon de parler délibérée qui m'a immédiatement mis à l'aise. Ce que nous avons ici, dit-il après avoir examiné nos documents, c'est potentiellement une fraude financière et un vol qualifié. La falsification de votre signature sur le compte joint lorsque vous étiez mineur est particulièrement troublante. Vivian était assise à côté de moi, sa main pressant occasionnellement la mienne lorsque ma voix faiblissait en expliquant mon historique financier. La composante psychologique est tout aussi préoccupante, continua Monsieur Harlow. Ce que vous décrivez est l'isolement des membres de la famille, la manipulation par la culpabilité, le récit contrôlé sur l'argent, ce sont des caractéristiques de l'abus financier.
Le mot « abus » a atterri comme un coup physique. Je n'avais jamais appliqué ce terme à mon éducation, malgré l'anxiété constante, le fait de marcher sur des œufs, la culpabilité écrasante chaque fois que j'avais besoin de quelque chose. Pouvons-nous le prouver, demanda Vivian, sa voix ferme mais ses doigts tremblant légèrement contre les miens. Avec ce que vous avez fourni, nous avons un bon début, confirma M. Harlow. Les relevés bancaires ne mentent pas. La confirmation notariée de vos virements, Madame Winter, établit l'intention. Maintenant, nous devons tracer où l'argent est allé. En quittant le bureau de l'avocat, Vivien a suggéré de dîner dans un petit restaurant voisin. Autour d'une soupe et de sandwichs, elle m'observait avec inquiétude. « Tu es très silencieuse, observa-t-elle. Tu as des doutes ? » Je secouai la tête. Juste en train de digérer. De me souvenir des choses différemment maintenant. Comme quoi ? Comme quand j'avais 16 ans et que je voulais participer à un programme d'écriture d'été à Northwestern. Maman a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre, même si j'avais obtenu une bourse partielle. Elle a pleuré en disant à quel point elle était gênée de ne pas pouvoir m'offrir d'opportunités. Je repoussai mon bol de soupe. J'ai écrit une lettre déclinant la bourse, m'excusant d'avoir gaspillé leur temps. L'expression de Vivien s'assombrit. C'était l'été où j'ai envoyé $3000 supplémentaires, spécifiquement pour le programme d'écriture de Kala. Hélène m'a dit que tu avais changé d'avis sur ta participation. Il y a eu tellement de choses comme ça, murmurai-je. Des voyages scolaires, des visites chez le médecin, même des vêtements. J'ai porté le même jean jusqu'à ce qu'il ait des trous parce que maman faisait des commentaires sur mes goûts de luxe, sur le fait que l'argent était serré ce mois-là. Pendant qu'ils rénovaient leur salle de bain et faisaient des croisières, ajouta Vivien, son ton amer. Je m'en veux, admis-je. D'avoir trop voulu. D'avoir été un fardeau. Vivien tendit la main par-dessus la table, ses yeux féroces. Tu étais une enfant. Leur enfant. Jamais un fardeau. Le lendemain, j'ai rencontré Madame Reynolds, ma professeure d'anglais du lycée. Elle s'était toujours intéressée particulièrement à mon écriture, me donnant souvent des livres supplémentaires et parfois même de l'argent pour le déjeuner, que j'avais accepté avec une honte brûlante. Je ne suis pas entièrement surprise, dit-elle quand j'ai expliqué pourquoi je voulais la rencontrer. J'ai appelé les services de protection de l'enfance une fois pendant votre année de première. Je la fixai, choqué. Vous avez fait quoi ? Madame Reynolds hocha gravement la tête. Vous êtes venu à l'école en décembre en ne portant qu'une veste légère. Quand j'ai posé des questions sur un manteau d'hiver, vous avez dit que vous ne vouliez pas stresser vos parents en demandant un. Vous travailliez dans cette épicerie après l'école mais sembliez avoir peur de dépenser de l'argent pour vous-même. Elle soupira. Les services de protection de l'enfance sont venus, mais votre mère a été très convaincante. Elle a dit que vous traversiez une phase dramatique. Rien n'en est sorti. Ce soir-là, Vivien me présenta à l'oncle Julien, le frère de mon père, que je connaissais à peine. Il avait été largement absent des réunions de famille pendant des années, ce que mon père avait expliqué comme étant l'instabilité de Julien. Julien nous rejoignit à l'hôtel de Vivien, sa ressemblance avec mon père frappante malgré son apparence plus décontractée et son sourire sincère. Porter m'a exclu il y a des années, expliqua-t-il, acceptant le café que Vivien offrait, après que je l'ai confronté au sujet de certaines irrégularités financières dans la succession de notre mère. Quel genre d'irrégularité, demandai-je. L'expression de Julien se durcit. De l'argent a disparu. Des comptes ont été mystérieusement vidés. Porter avait la procuration, et quand j'ai remis en question certaines transactions, je suis devenu persona non grata. Il me regarda avec sympathie. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi, Kala. J'ai essayé de rester en contact, mais tes parents ont retourné mes lettres et mes cadeaux. Ils ont fait quoi, murmurai-je. Tactique d'isolement classique, murmura Vivien. Couper les alliés potentiels. Julien se pencha en avant, son expression sérieuse. Écoute-moi, Kala. Ils feront n'importe quoi pour maintenir leur image. Quand tu les confronteras légalement et tu devrais le faire, ils pleureront, ils supplieront, ils promettront de changer. Ne te fie pas à leurs excuses. Cette nuit-là, comme par hasard, mon téléphone s'illumina de messages de ma mère, des textos doux et conciliants promettant des explications, m'invitant à dîner pour arranger les choses en famille. Je montrai les messages à Vivien, qui restait une semaine de plus en ville pour me soutenir. N'y va pas seul, m'avertit-elle. Ils te surpasseront en nombre, manipuleront la conversation.
Si tu veux les écouter, j'irai avec toi. Mon petit ami, Rhys, a appelé pendant que j'étais avec Vivian. Nous sortions ensemble depuis 8 mois. Il était gentil et stable, bien qu'un peu conventionnel. Quand j'ai expliqué la situation, sa réponse me laissa de glace. « Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout » demanda-t-il. Les batailles juridiques avec la famille peuvent durer des années. Peut-être qu'ils essayaient vraiment de te protéger, à leur manière. Ils m'ont volé, dis-je, n'en croyant pas sa réponse. Ils m'ont menti toute ma vie. Je sais, et c'est mal, se rattrapa-t-il. Je me demande juste si ça vaut tout ce drame. Les familles sont compliquées. Après avoir raccroché, Vivien me trouva en larmes sur le balcon de sa chambre d'hôtel. Rhys pense que je devrais laisser tomber, expliquai-je en essuyant mes yeux. Que ça ne vaut pas le drame. L'expression de Vivien était compatissante mais ferme. Quand quelqu'un te montre de quel côté il se range en temps de crise, il faut le croire. Elle s'assit à côté de moi, enroulant une couverture autour de mes épaules. Tu n'es pas seul dans ce combat, Kala. Je suis là. Julian est là. Ta cousine Myrène, même ta professeure. Tu as des alliés. Le lendemain, armé des conseils de Julian et du soutien indéfectible de Vivien, j'ai accepté de rencontrer mes parents, mais en terrain neutre, dans un café du centre-ville, avec Vivien présente. Le visage de ma mère se crispa en voyant ma grand-mère, mais elle se reprit rapidement, tendant les bras vers moi. Kala, ma chérie, nous nous sommes tellement inquiétés. Je reculai, évitant son étreinte. Je suis ici pour écouter votre explication. C'est tout. Mon père s'éclaircit la gorge, jetant un regard nerveux aux tables voisines. Pourrions-nous discuter de cela dans un endroit plus privé? Non, avons-nous dit simultanément, Vivien et moi. Nous nous sommes assis à une table d'angle, mes parents en face de nous. Je posai mon téléphone entre nous, l'application d'enregistrement visiblement en marche. Pour mes archives, expliquai-je. Le sourire de ma mère vacilla. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, dis-je simplement. Maintenant, expliquez où mon argent est passé. Ce qui suivit fut une leçon magistrale de déviation. Mon père parla des finances familiales et des ressources partagées. Ma mère tamponna des larmes inexistantes tout en mentionnant ses sacrifices et son inquiétude maternelle concernant ma responsabilité financière. Donc, vous admettez avoir pris l'argent, insistai-je. Nous l'avons géré, corrigea mon père, comme tout parent responsable le ferait. Tu ne savais pas comment gérer de grosses sommes. Comment le sauriez-vous, répliquai-je. Vous ne m'en avez jamais donné l'occasion. Nous l'avons mis sur un compte joint familial, dit-il, l'aveu lui échappant dans sa frustration. Pour les urgences et ton avenir. Je me penchai en avant. Où est-il maintenant? Mes parents échangèrent un regard. Il y a eu des dépenses, commença vaguement ma mère. Quelles dépenses? Vos frais de scolarité? J'avais des bourses et des prêts. La voiture? Oncle Julien a payé pour ça. Le sang-froid de mon père se fissura légèrement. Nous sommes tes parents, Kala. Nous ne te devons pas un reçu détaillé pour chaque décision que nous avons prise en ton nom. Vivien, qui observait en silence, prit enfin la parole. En fait, légalement, si, surtout depuis que vous avez falsifié sa signature et détourné des fonds spécifiquement désignés pour son usage. Ma mère se tourna vers Vivien, son masque tombant complètement. Vous avez toujours sapé mon autorité parentale. Toujours pensé que vous saviez mieux. Eh bien, regardez ce que vous avez fait maintenant, vous avez retourné ma propre fille contre moi. Tu as fait ça toute seule, Hélène, répondit calmement Vivien. Je me levai, ramassant mon téléphone et mon sac. Cette réunion est terminée. Mon avocat vous contactera. Alors que nous nous éloignions, ma mère m'appela, sa voix se brisant de façon théâtrale. Kala, s'il te plaît. Nous sommes toujours ta famille. Le bras de Vivien s'enroula autour de mes épaules alors que nous atteignions la porte. La famille ne vole pas la famille, dit-elle, assez fort pour que mes parents l'entendent. Et la famille ne manipule certainement pas un enfant pour lui faire croire qu'elle est un fardeau. Dehors, sous le soleil éclatant de l'après-midi, je pris ma première profonde inspiration depuis ce qui semblait être des jours. Et maintenant? Le sourire de Vivien était à la fois triste et déterminé. Maintenant, nous nous assurons qu'il ne fasse plus jamais ça à personne. Et nous construisons quelque chose de mieux pour toi. Quelque chose d'honnête.
Pour la première fois depuis mon dîner de remise de diplôme, je sentis quelque chose comme de l'espoir fleurir dans ma poitrine. La route à venir serait difficile, mais au moins maintenant je la voyais clairement, et je ne la parcourais pas seul. Le matin où j'ai déposé la plainte officielle, quelque chose a changé en moi. Debout à côté de Vivian au palais de justice du comté, regardant le greffier tamponner et traiter nos documents, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme remplacer la tempête qui avait fait rage en moi pendant des semaines. « Comment te sens-tu » demanda Vivian alors que nous descendions les marches du palais de justice. Comme si je me défendais enfin, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. La plainte était exhaustive, fraude financière, falsification de signatures et abus de confiance. Monsieur Harlon nous avait aidé à tout rassembler, les relevés bancaires, les lettres notariées de Vivien confirmant le but prévu de ses dons, le témoignage de Julien sur des schémas antérieurs de détournement financier, et même une déclaration de Madame Reynolds sur ses inquiétudes pendant mes années de lycée. Ils ne vont pas se laisser faire, m'avertit Vivien alors que nous retournions à son hôtel. Elle avait prolongé son séjour indéfiniment, passant du Parkside à un appartement de location à long terme en centre-ville. Hélène s'est jouée la victime. Elle a appris des meilleurs, son père était pareil. Je suis prête, dis-je, bien que mon estomac se torde à l'idée de ce qui allait arriver. Les nouvelles voyagèrent vite dans notre petite ville. Le soir même, mon téléphone bourdonnait de textos de la famille, d'amis et de parents éloignés, certains offrant leur soutien, d'autres exigeant des explications. L'histoire avait commencé à se répandre, Kala Winter poursuivait ses parents pour fraude. La décision de Vivian de se distancer publiquement de mes parents a jeté de l'huile sur le feu. À son club de bridge habituel, interrogée sur la situation, elle avait été directe, ma fille et mon gendre ont volé près de 100 000 $ destinés à l'éducation et au bien-être de ma petite fille. Je ne serai pas associé à des voleurs, qu'ils soient de la famille ou non. Les retombées furent immédiates. Les invitations à des événements communautaires qui avaient toujours inclus mes parents spécifiaient soudain Vivian et moi à la place. Des amis qu'ils avaient cultivés pendant des années ont commencé à remettre en question leurs propres transactions financières avec eux. Les associés de mon père ont commencé à poser des questions embarrassantes. 3 jours après le dépôt de la plainte, ma mère est apparue, sans prévenir, à mon appartement, les yeux rougis et les mains tremblantes. « S'il te plaît, supplia-t-elle depuis mon seuil, tu dois laisser tomber. Tu es en train de tout gâcher. » Je tenais le cadre de la porte, lui bloquant l'entrée. « Comme vous avez gâché ma chance d'avoir une expérience universitaire normale ? Un traitement médical quand j'en avais besoin. Des opportunités qui auraient pu changer ma vie. Je te protégeais, insista-t-elle, sa voix s'élevant à ce ton familier qui m'avait toujours fait reculer par le passé. C'est Porter qui a pris l'argent. J'ai juste suivi parce que j'avais peur de ce qu'il ferait. Le mensonge était si transparent qu'il m'a presque fait rire. Maman, j'ai vu les relevés bancaires. Tu étais la signataire principale sur le compte. Tu as fait la plupart des retraits. Son visage se décomposa, les larmes coulant librement maintenant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être marié à quelqu'un comme ton père. La pression, le contrôle. Arrête, dis-je fermement. Je ne vais pas faire ça avec toi. Plus maintenant. Tout passe par nos avocats désormais. Alors qu'elle ouvrait la bouche pour protester, la voiture de Vivien entra dans le parking. Ma grand-mère s'approcha d'un pas décidé, son expression se durcissant à la vue de sa fille. Hélène, dit-elle froidement, ceci est inapproprié. Kala a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas de contact direct. Ma mère se tourna brusquement vers Vivien, son chagrin se transformant instantanément en rage. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as retourné contre nous. Tu as toujours été jalouse de ma relation avec Kala. Vivien ne s'y a pas, quelle relation, Hélène ? Celle où tu l'as manipulée et volée ? Où tu l'as isolée de tous ceux qui auraient pu l'aider ? Cette relation-là. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits, interrompit Vivien, sa voix comme de l'acier. Tu as volé à ta fille sa dignité. Cela ne peut être réparé avec des larmes et des excuses. Ma mère la fixa, bouche bée. Vivien avait toujours été quelque peu déférente envers sa fille par le passé, évitant la confrontation directe. Cette nouvelle Vivien, féroce, était une révélation. J'en ai fini avec toi, continua Vivien. Depuis hier, j'ai changé mon testament. Toi et Porter n'êtes plus bénéficiaires de quoi que ce soit que je laisserai derrière moi. Tout ira à Kala et à des œuvres de charité qui soutiennent les victimes d'abus financiers familiales. Le visage de ma mère devint blanc.
Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait. Vivien prit doucement mon bras. Entre, Kala. Nous avons des plans pour le dîner à discuter. Cette nuit-là, Rhys a appelé pour me dire qu'il ne pouvait pas continuer notre relation. C'est trop, dit-il, sa voix tendue. Le procès, le drame familial. Je n'ai pas signé pour ça, Kala. Bien que je l'ai vu venir, la finalité de son abandon me piqua encore. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Vivien dans la cuisine de son appartement de location, en train de faire du thé. Rhys est parti, dis-je simplement. Elle hocha la tête, sans surprise. Certaines personnes ne peuvent marcher avec toi que lorsque le chemin est lisse. Le lendemain matin, Monsieur Harlow a appelé. Le juge avait fixé une date pour une audience d'urgence, mes parents tentaient de faire rejeter l'affaire avant que la phase de communication des pièces ne puisse commencer. Ils deviennent nerveux, expliqua-t-il. C'est bon pour nous. Ça veut dire qu'ils savent que nous avons un dossier solide. L'audience était prévue pour la semaine suivante. En attendant, Monsieur Harlow a suggéré que je récupère tous les documents personnels restants de la maison de mes parents. Prends quelqu'un avec toi, a-t-il conseillé. Pas ta grand-mère, elle est trop impliquée émotionnellement. Peut-être ta cousine ou ton oncle. Julien a accepté de m'accompagner. Nous sommes arrivés à la maison de mon enfance un mardi après-midi, sachant que mes parents seraient au travail. En utilisant la clé que j'avais encore, nous sommes entrés silencieusement, l'odeur familière du pot pourri de ma mère ravivant des souvenirs que je voyais maintenant sous un autre angle. Nous devrions nous concentrer sur les dossiers financiers, dit Julien alors que nous nous tenions dans l'entrée. Déclaration de revenus, relevé bancaire, document d'investissement. J'ai hoché la tête, le menant au bureau de mon père à la maison. Le classeur était verrouillé, mais Julien était venu préparer avec une petite boîte à outils. Ton père et moi avons grandi dans la même maison, expliqua-t-il en travaillant sur la serrure. Il n'a pas changé ses cachettes depuis que nous sommes enfants. À l'intérieur du classeur, nous avons trouvé une mine de documentation, non seulement sur mes comptes, mais aussi sur des situations similaires avec d'autres membres de la famille. Un dossier intitulé « Fiducie Myrène » contenait des relevés de transfert d'un compte établi par mon grand-père pour l'éducation de ma cousine. Un autre dossier, intitulé « Succession JW », contenait des papiers relatifs à la sœur de ma grand-mère, Judith, décédée 10 ans plus tôt. Ils font ça depuis des années, marmonna Julien, son expression s'assombrissant en parcourant les pages. À plusieurs membres de la famille. Nous avons tout photographié, en prenant soin de ne pas déranger l'arrangement original. Alors que nous nous préparions à partir, j'ai fait un détour par mon ancienne chambre, voulant récupérer quelques souvenirs d'enfance. La pièce avait été transformée. Mon lit simple avait disparu, remplacé par un vélo d'appartement et un banc de musculation. Mes étagères avaient été enlevées, les murs repeints. Il ne restait aucune trace de moi. Il prévoyait de m'effacer, même avant tout ça, réalisais-je à voix haute, ma voix résonnant dans l'espace inconnu. Julien posa une main sur mon épaule. Ils peuvent changer la pièce, Kala. Ils ne peuvent pas effacer qui tu es. Le jour de l'audience arriva avec un sentiment d'inévitabilité. Le palais de justice était plus animé que je ne l'avais prévu, avec plusieurs visages familiers dans le couloir, des voisins, d'anciens professeurs, même les amis du club de bridge de ma mère. Vivien les salua avec une dignité tranquille pendant que j'essayais de calmer les papillons dans mon estomac. Mes parents arrivèrent avec leur avocat, un homme aux traits acérés nommé Bennett, spécialisé dans la défense des criminels en col blanc. Ma mère était vêtue de couleur sourde, son maquillage minimal, jouant le rôle de la parente blessée. Mon père avait l'air sombre mais calme dans son meilleur costume. À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Levançon, une femme sévère d'une 60aine d'années, examina nos dossiers avec une précision méthodique. Après que les avocats eurent présenté leurs arguments initiaux, elle me regarda directement. « Mademoiselle Winter, je comprends que vous souhaitez faire une déclaration. Bien que ce soit inhabituel à ce stade, étant donné la nature de cette affaire, je l'autoriserai. » Je me levai sur des jambes tremblantes, sentant la présence encourageante de Vivien derrière moi. La déclaration que j'avais préparée me semblait inadéquate maintenant, face à la réalité de mes parents assis à quelques mètres de là, leurs expressions soigneusement neutres. Prenant une profonde inspiration, je commençai à parler. « Votre honneur, cette affaire ne concerne pas seulement l'argent, bien que près de 100 000 $ soit certainement significatif. Il s'agit de la confiance et de sa violation.
Il s'agit de parents qui ont systématiquement menti à leur enfant tout en lui volant des opportunités qui lui revenaient de droit. Ma voix se renforça à mesure que je continuais. Pendant des années, j'ai cru que nous avions des difficultés financières. J'ai occupé plusieurs emplois tout en étudiant à plein temps. Je me suis privé de soins médicaux. J'ai manqué des opportunités qui auraient pu façonner mon avenir différemment. Tout cela pendant que mes parents utilisaient l'argent destiné à mon bien-être pour rénover leur maison, prendre des vacances et maintenir les apparences dans notre communauté. La salle d'audience était silencieuse pendant que je parlais de la falsification, du compte caché, du schéma d'isolement et de manipulation. J'ai décrit avoir trouvé des preuves de comportements similaires envers d'autres membres de la famille. Pendant tout ce temps, j'ai gardé ma voix stable, mes yeux rencontrant occasionnellement ceux de mon père, qui ne pouvait soutenir mon regard. Je ne prends pas cette action à la légère, votre honneur, mais la tromperie systématique que j'ai vécue n'était pas le résultat d'une seule mauvaise décision ou d'un moment d'égarement. C'était une campagne de plusieurs années pour me contrôler par la manipulation financière tout en me volant ce qui était destiné à m'aider à construire mon avenir. J'ai dégluti difficilement avant de terminer. Aucun enfant ne devrait avoir à poursuivre ses parents pour une honnêteté élémentaire, mais aucun parent ne devrait voler son enfant tout en la convainquant qu'elle est un fardeau. Quand je me suis assise, le silence a persisté pendant plusieurs secondes avant que la juge Levançon ne s'éclaircisse la gorge. « Merci, mademoiselle Winter. » Elle se tourna vers l'avocat de mes parents. « Maître Bennett, votre partie souhaite-t-elle répondre ?» Bennett se leva avec aisance. « Votre honneur, nous croyons qu'il s'agit d'un malentendu familial qui a été tragiquement exagéré. Les Winter géraient simplement les finances de leur fille dans son meilleur intérêt. Nous aimerions proposer une conférence de règlement plutôt que de procéder à ce qui pourrait être un processus public long et douloureux. » Le regard de la juge Levançon était perçant. Une offre de règlement à ce stade suggère que vos clients reconnaissent le bien-fondé des plaintes contre eux, maître Bennett. Pas du tout, votre honneur. Cela reflète simplement leur désir de guérir leur famille sans litige inutile. La juge étudia mes parents pendant un long moment avant de se tourner vers moi. Mademoiselle Winter, êtes-vous intéressée par des discussions de règlement? Avant que je puisse répondre, Monsieur Harlow se leva. Votre honneur, ma cliente a tenté à plusieurs reprises une résolution informelle. Les défendeurs n'ont pas reconnu leur faute ni fourni un décompte complet des fonds détournés. Nous pensons qu'une communication formelle des pièces est nécessaire avant qu'un règlement significatif puisse être atteint. La juge Levançon hocha la tête. Je suis d'accord. Motion de rejet refusée. La communication des pièces se poursuivra, et j'ordonne une expertise comptable judiciaire de tous les comptes pertinents. Elle fixa mes parents d'un regard sévère. Les preuves présentées aujourd'hui suggèrent un schéma de comportement troublant qui mérite une enquête approfondie. Nous nous réunirons dans 60 jours. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes du journal local s'étaient rassemblés. Vivien s'avança, me protégeant de leurs questions alors que nous nous dirigions vers la voiture. « Tu as été magnifique, dit-elle une fois que nous étions en route. Tes paroles étaient puissantes parce qu'elles étaient vraies. Pour la première fois depuis la soirée de remise des diplômes, je sentis un poids se lever de mes épaules. La route à venir serait difficile, mais j'avais enfin trouvé ma voie. Le petit appartement d'une chambre que j'ai loué avec les premiers fonds de restitution était un espace très converti au-dessus d'une librairie du centre-ville, mais il était à moi. Chaque décision, des meubles d'occasion à la couleur du rideau de douche, était prise sans me demander si je le méritais, sans culpabilité quant au coût, sans l'approbation de personne d'autre. Vivian venait souvent, apportant des plantes pour mes rebords de fenêtres et des livres pour mes étagères. Nous construisions une relation qui aurait dû exister des années auparavant, non filtrée par l'ingérence de mes parents. J'ai trouvé ça en nettoyant des boîtes de rangement, dit-elle un après-midi, plaçant une pile d'albums photos sur ma table basse. Des photos de toi bébé, avant que les choses ne se compliquent avec tes parents. Nous nous sommes assis ensemble sur mon canapé usé, tournant des pages remplies d'images que je n'avais jamais vues, Vivian me tenant à l'hôpital, la célébration de mon premier anniversaire chez elle, un Noël où elle s'était déguisée en Père Noël. Ils m'ont caché ça, dis-je en traçant une photo de Vivian me poussant sur une balançoire. Je n'ai jamais su que nous avions eu ces moments. Ils ont commencé à limiter mon accès à toi quand tu avais environ 3 ans, expliqua Vivian, sa voix teintée d'une vieille douleur. Hélène inventait des excuses, tu étais malade, tu avais des projets, tu étais trop fatigué pour des visiteurs. Finalement, les visites sont devenues si restreintes que je ne te voyais qu'aux grandes fêtes ou aux événements qu'ils contrôlaient.
Je me suis appuyé contre son épaule, essayant de concilier ces images avec mes souvenirs limités. J'ai toujours pensé que tu étais distante par choix, que tu ne voulais pas être impliquée dans ma vie. Jamais, dit-elle fermement. Tu as toujours été précieuse pour moi. Je ne me suis juste pas assez battue pour rester connectée à toi. C'est mon plus grand regret. Alors que le processus juridique se poursuivait, j'ai commencé à rencontrer chaque semaine Amaury Fletcher, une travailleuse sociale spécialisée dans le soutien aux survivants d'abus financiers familial. C'était une femme chaleureuse et directe dans la quarantaine qui avait vécu une manipulation similaire de la part de son propre père. Ce que tu ressens est normal, m'a-t-elle assuré lors de notre première séance. La confusion, la colère, le chagrin, ils font tous partie de la reconnaissance que ta réalité a été délibérément déformée par des personnes qui auraient dû te protéger. Avec les conseils d'Amaury, j'ai commencé à tenir un journal, non seulement sur les événements récents, mais aussi sur des souvenirs de toute mon enfance. Des schémas ont émergé, les effondrements émotionnels dramatiques de ma mère chaque fois que j'affirmais mon indépendance, le mépris froid de mon père pour mes réussites à moins qu'elles ne le mettent en valeur, la façon dont les besoins de base devenaient des demandes spéciales qui nécessitaient une justification élaborée. Ils m'ont fait sentir que le simple fait d'exister était une imposition, dis-je un jour à Amaury, la prise de conscience me frappant soudainement. Comme si je devais mériter mon droit d'occuper de l'espace dans le monde. Elle hocha la tête. C'est le cœur de ce type d'abus, faire croire à la victime qu'elle est fondamentalement indigne. Cela la rend plus facile à contrôler. Un soir, sur la suggestion d'Amaury, j'ai écrit une lettre à mon moi de 14 ans, la fille qui avait commencé à travailler les week-ends dans une épicerie locale, remettant la plupart de ses gains à ses parents pour les dépenses du ménage, tout en croyant que sa famille était au bord de l'effondrement financier. Cher Kala a 14 ans. Tu n'es pas le fardeau qu'ils te font sentir. La confusion que tu ressens quand ils louent ton indépendance tout en te rendant dépendante, ce n'est pas ton imagination. La culpabilité que tu portes pour avoir besoin de nouvelles chaussures ou vouloir participer au voyage scolaire, tu ne mérites pas ça. La façon dont tu as appris à te faire plus petite, à avoir moins de besoins, à t'excuser d'exister, rien de tout cela n'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. L'argent que tu gagnes et qui disparaît entre leurs mains, il n'aide pas vraiment à payer les factures. Les histoires de difficultés financières sont des mensonges conçus pour que tu restes reconnaissante pour des miettes. L'isolement que tu ressens vis-à-vis de tes amis et de ta famille n'est pas parce que tu n'es pas aimable ou trop nécessiteuse, c'est délibéré. J'aimerais pouvoir te dire que ça s'améliore bientôt, mais la vérité est que cela prendra des années avant que tu découvres ce qu'ils ont fait. Mais quand tu le feras, tu trouveras un vrai soutien. Tu retrouveras ta grand-mère, la femme qu'ils ont tenue à distance toute ta vie. Tu trouveras ta voie. Tu commenceras à comprendre que tu mérites une dignité et une honnêteté élémentaires. Tu n'es pas seul, même si tu en as l'impression maintenant. Garde ces petits rêves en vie. Continue d'écrire dans ton journal caché. Continue de croire qu'il pourrait y avoir plus dans le monde que ce qu'il te montre. Un jour, tu construiras une vie qu'ils ne pourront pas toucher. Avec l'amour de ton futur toi. Kala. Après 2 mois dans mon appartement, Vivian m'a invité à rester avec elle dans sa maison victorienne à 3 heures de route. Juste pour l'été, a-t-elle suggéré. Je travaille sur mes mémoires, et je pourrais utiliser ton expertise en écriture. De plus, cela nous donnerait du temps ensemble sans les rappels constants du procès. Le moment semblait juste. La phase de communication des pièces était en cours, avec des experts comptables judiciaires traçant le chemin de l'argent de Vivian à travers divers comptes et investissements que mes parents avaient faits. Une autre tentative de règlement, offrant de rembourser la moitié du montant sans admission de faute, que nous avions rejeté catégoriquement. Ils ne comprennent toujours pas, dis-je à M. Harlow après avoir examiné leur offre. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de responsabilité. La maison de Vivian était exactement comme je l'avais imaginé d'après les quelques fois où elle l'avait décrite, une gracieuse victorienne de 2 étages avec un large porche et des jardins qui fleurissaient avec une planification soignée. Ma chambre donnait sur un érable japonais qui projetait des ombres tachetées sur le parquet. C'était censé être ta chambre chaque fois que tu venais, expliqua Vivian en m'aidant à déballer. J'espérais toujours que tes parents céderaient et te laisseraient rester pour les étés ou les vacances scolaires. Pour la première fois depuis la remise des diplômes, je me sentis vraiment en paix. Les matins étaient consacrés à aider Vivian avec les recherches pour ses mémoires, un projet qu'elle avait commencé après avoir pris sa retraite de l'enseignement de l'anglais dans un collège communautaire local. Les après-midi étaient pour moi, pour lire, marcher ou travailler sur ma propre écriture. Les soirées étaient pour de longues conversations sur le porche,
comblant les décennies de connexion que nous avions manquées. Un week-end, ma cousine Myrène est venue nous rendre visite, apportant de vieilles photos de famille et des histoires que je n'avais jamais entendues. Nous nous sommes assises dans la véranda de Vivian, reconstruisant des relations qui avaient été déformées par les récits de mes parents. Ils m'ont dit que tu pensais être trop bien pour le reste d'entre nous, admit Myrène, triant des photos d'une réunion de famille dont je me souvenais à peine. Que tu ne voulais pas être associé au côté campagnard de la famille. Je secouai la tête, la douleur familière du temps perdu s'installant dans ma poitrine. Ils m'ont dit que vous aviez tous arrêté de m'inviter parce que j'étais difficile et exigeante. Triangulation classique, dit Myrène, le terme familier de mes séances avec Amaury. Garder tout le monde séparé pour que personne ne compare ses notes. Nous avons été interrompus par le son du système de sécurité de Vivian qui sonnait. À travers la fenêtre, j'ai vu la voiture de ma mère s'engager dans l'allée. Je ne savais pas qu'elle venait, dis-je, la tension inondant immédiatement mon corps. Vivian apparut dans l'embrasure de la porte, son expression sombre. Elle n'est pas invitée. Je m'en occupe. Depuis la fenêtre de la véranda, j'ai regardé ma grand-mère rencontrer ma mère à la grille d'entrée. Leur conversation fut brève, les gestes de ma mère devenant de plus en plus agités tandis que Vivian restait parfaitement immobile. Finalement, ma mère s'effondra en larmes, tombant à genoux sur l'allée dans une démonstration que j'avais vue d'innombrables fois, la manipulation ultime lorsque tout le reste avait échoué. Vivian ne bougea pas pour la réconforter. Au lieu de cela, elle prononça quelques derniers mots et se retourna vers la maison, laissant ma mère affalée sur le chemin. Quand elle revint dans la véranda, le visage de Vivian était calme, mais ses mains tremblaient légèrement. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» demandai-je. « Le pardon » répondit simplement Vivian. « Elle prétend que ton père l'a quittée, qu'elle est seule et qu'elle réalise ses erreurs. Elle veut faire amende honorable. La croyez-vous » Vivian réfléchit attentivement à la question. « Je crois qu'elle souffre. Je crois qu'elle peut même regretter certaines de ses actions. Mais je ne crois pas qu'elle soit capable du genre d'introspection honnête nécessaire à un véritable changement. Que lui avez-vous dit? Qu'elle n'est plus la bienvenue chez moi. Qu'elle devra répondre à toi, pas à moi. Que nous ne sommes plus son système de soutien. » Vivian s'assit à côté de moi, prenant ma main. Était-ce trop dur? Je pensais à toutes les années de manipulation, aux mensonges soigneusement construits, aux opportunités volées, aux relations sabotées. Non, dis-je finalement. C'était honnête. C'est tout ce que nous pouvons être maintenant. 2 semaines plus tard, je reçus une lettre de ma mère, 20 pages d'une écriture fluide, alternant entre auto-justification et supplication désespérée pour la réconciliation. Elle décrivait les abus émotionnels de mon père envers elle, son comportement contrôlant, sa peur de lui tenir tête. Elle prétendait avoir économisé une partie de l'argent de Vivian sur un compte séparé, pour les urgences, que mon père ne connaissait pas. J'ai lu la lettre 2 fois, cherchant quelque chose d'authentique au milieu des schémas familiers de manipulation. Il y avait des moments de perspicacité apparente, des aveux de jalousie envers ma relation avec Vivian, la reconnaissance d'avoir utilisé la culpabilité pour me contrôler, mais ils étaient noyés dans des excuses et des déviations de responsabilité. Ce soir-là, j'ai allumé un petit feu dans le foyer extérieur du jardin de Vivian. Myrène et Vivian m'ont rejointe alors que je plaçais la lettre sur les flammes, regardant les pages se recroqueviller et noircir. Je ne suis plus en colère, dis-je alors que la dernière page disparaissait en cendres. J'en ai juste fini. Le lendemain matin, Myrène m'a montré un article de presse sur son téléphone. Mon père avait été arrêté pour fraude d'entreprise. Apparemment, ses pratiques comptables créatives s'étendaient au-delà des fonds familiaux. L'entreprise où il avait travaillé comme contrôleur financier portait plainte pour détournement de fonds remontant à 5 ans. Je ne ressentis qu'une reconnaissance sourde. Bien sûr qu'il avait volé ailleurs. Le schéma était trop ancré pour se limiter à la famille. « Ça va ?» demanda Vivian quand je lui montrai l'article. « Oui » dis-je, réalisant que c'était vrai. Leurs choix ne me définissent plus. Alors que l'été se transformait en automne, l'affaire judiciaire a atteint sa conclusion. Avec les preuves de l'expertise comptable judiciaire et les problèmes juridiques distincts de mon père, mes parents ont accepté un règlement complet, le remboursement de tous les fonds volés plus des dommages-intérêts pour préjudice moral. L'argent semblait presque secondaire maintenant, la vraie victoire résidait dans la reconnaissance de la vérité, dans la reconstruction de ma compréhension de ma propre vie. Avec une partie du règlement, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même.
J'ai créé un fonds de bourse d'études à mon alma mater pour les étudiants ayant connu des difficultés financières ou une rupture familiale. Nous l'avons appelé le fonds Vivien pour les nouveaux départs. Pourquoi utiliser mon nom, demanda Vivien quand je lui montrai les papiers. Parce que tu m'as montré à quoi ressemble un vrai soutien, expliquai-je. Pas un contrôle déguisé en aide, mais une croyance sincère dans le droit de quelqu'un à construire son propre avenir. L'article est paru dans l'édition du dimanche du journal local 6 mois après la finalisation du règlement, une diplômée découvre une fraude familiale passée inaperçue pendant des années. La journaliste, André Akin, m'avait approché par l'intermédiaire de M. Arlot, demandant à partager mon histoire dans le cadre d'une série sur l'abus financier au sein des familles. Les gens ne parlent pas de ça, expliqua André alors de notre entretien. Ils ont trop honte, sont trop confus au sujet de leurs propres expériences. Votre volonté de parler ouvertement pourrait aider d'autres à reconnaître ce qui leur arrive. L'article était réfléchi et détaillé, se concentrant non seulement sur les aspects financiers mais aussi sur l'impact psychologique de la manipulation à long terme. Quand il a été publié, je me suis préparé à des réactions négatives, à des accusations de déloyauté familiale ou de recherche d'attention. Au lieu de cela, ma boîte de réception s'est remplie de messages d'inconnus partageant des expériences similaires, des enfants adultes dont les héritages avaient été détournés par des frères et sœurs, des grands-parents qui avaient été empêchés d'aider leurs petits-enfants, des étudiants dont les parents avaient utilisé le soutien financier pour contrôler leurs choix. Je pensais être la seule, écrivit une femme nommée Tessa. Lire votre histoire, c'était comme voir ma propre vie se refléter pour la première fois. Le docteur Marian Ellison, directrice du département de psychologie de mon université, m'a appelé pour m'inviter à prendre la parole lors d'un symposium sur le leadership étudiant. La littératie financière et l'établissement de limites sont des compétences essentielles que nous n'enseignons pas efficacement, expliqua-t-elle. Votre perspective serait inestimable. Debout au podium de l'auditorium du campus, face à des rangées d'étudiants à peine plus jeunes que moi, je ressentis un calme inattendu. J'avais apporté mes journaux intimes, le récit brut et non filtré de mon parcours de la confusion à la clarté. L'abus financier ne ressemble pas toujours à un vol évident, commençai-je, en ouvrant une page cornée. Parfois, il ressemble à une protection qui vous maintient dépendant. Parfois, il sonne comme nous avons des difficultés pendant que les opportunités disparaissent. Parfois, il se ressent comme une culpabilité constante d'avoir des besoins normaux. J'ai lu des entrées s'étalant sur des années, depuis les angoisses du lycée à l'idée de demander des fournitures scolaires jusqu'au calcul à l'université pour savoir si je pouvais me permettre des antibiotiques pour une angine. À chaque lecture, je voyais la reconnaissance poindre sur différents visages dans l'auditoire. La réponse fut écrasante. Des étudiants firent la queue après pour me parler, beaucoup partageant des confessions chuchotées de dynamiques similaires dans leur propre famille. Des membres du corps professoral demandèrent des listes de ressources et de signes avant-coureurs. Le centre de conseil de l'université demanda la permission de développer un atelier basé sur mes expériences. Ce qui a commencé comme une seule conférence a évolué en une modeste plateforme. J'ai lancé un podcast appelé Hérité du silence, où j'interviewais des experts sur l'abus financier et partageais des histoires de survivants qui avaient retrouvé leur autonomie. Chaque épisode se terminait par des ressources pratiques, options légales, groupes de soutien, outils de littératie financière. Le podcast a gagné en popularité lentement, puis a attiré l'attention d'un producteur d'un réseau de radio nationale. Après la diffusion d'un reportage à l'échelle nationale, l'auditoire a explosé. 6 mois après le début du podcast, j'ai reçu un courriel qui m'a laissé pantoise. Il venait d'une jeune fille de 16 ans de l'Oregon nommée Lily. J'écoute votre podcast en secret depuis des mois. Mes parents contrôlent tout, mon compte en banque, l'argent de mon job d'été, même les heures que je travaille. Ils disent qu'ils m'apprennent la responsabilité, mais ils ne me laissent jamais vraiment prendre de décision. Après avoir entendu votre histoire, j'ai demandé de l'aide à ma conseillère d'orientation. Elle a contacté ma tante, que je n'ai pas vue depuis des années parce que mes parents disaient qu'elle était instable. Il s'avère que ma tante essaie de me joindre depuis tout ce temps. Elle m'aide à ouvrir un compte séparé pour mes gains et à postuler dans des universités sans que mes parents le sachent. Pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir un avenir qu'ils ne peuvent pas contrôler. Je ne sais pas si j'aurai un jour le courage de les affronter comme vous l'avez fait, mais savoir que je ne suis pas folle ou ingrate de les remettre en question a tout changé. Merci de parler alors qu'il aurait été plus facile de rester silencieuse. J'ai montré le courriel à Vivien, qui était devenue ma plus fidèle supportrice et une invitée fréquente du podcast. Ses yeux se sont remplis de larmes en le lisant. C'est pour ça que nous nous sommes battus, dit-elle simplement.
Pas seulement pour ton argent, mais pour toutes les Lily qui existent. Amaury, qui était passé de ma thérapeute à mon amie et consultante occasionnelle pour le podcast, a suggéré que nous formalisions notre communauté grandissante. Ensemble, nous avons cofondé un groupe de soutien appelé Fonds Silencieux, axé sur la littératie financière et la guérison de la manipulation familiale. Ce qui a commencé par des réunions mensuelles dans un centre communautaire emprunté s'est étendu à des sections dans les villes voisines, puis à travers l'État. Un mardi pluvieux, je suis rentré chez moi après l'enregistrement d'un épisode de podcast pour trouver une enveloppe épaisse dans ma boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur était celle de ma mère, bien que je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis la condamnation de mon père pour fraude d'entreprise 6 mois plus tôt. Il avait écopé de 5 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 3, une conséquence qui semblait avoir enfin brisé les défenses élaborées de ma mère. La lettre à l'intérieur était différente de ses précédentes tentatives de contact. Il n'y avait pas de taches de larmes, pas de déclaration dramatique, pas d'excuses élaborées. À la place, il y avait un compte rendu simple et direct de ses actions au fil des ans, non seulement avec moi mais avec d'autres membres de la famille. Elle a admis sa jalousie envers la relation de Vivian avec moi, son ressentiment face à ma réussite scolaire, ses tactiques d'isolement délibérées conçues pour me maintenir dépendante. Je ne demanderai pas pardon, écrivit-elle vers la fin. Je ne le mérite pas, et le demander serait une autre forme de manipulation émotionnelle. Je veux seulement que tu saches que je vois clairement maintenant ce que j'ai fait, et je travaille avec un thérapeute spécialisé dans les schémas de comportement narcissique. Que tu veuilles un jour avoir à nouveau contact avec moi est entièrement ton choix, et je respecterai toutes les limites que tu fixeras. Ce soir-là, j'ai allumé un autre feu dans mon petit jardin. J'avais acheté une modeste maison près de celle de Vivian le printemps précédent. Cette fois, en plaçant la lettre sur les flammes, le sentiment n'était pas de colère ou de finalité, mais de clôture tranquille. Ce chapitre de ma vie était vraiment terminé. Vivian m'a rejointe sur le porche par la suite, enroulant une couette autour de nos 2 épaules alors que nous regardions les braises s'éteindre. « Es-tu triste » demanda-t-elle, étudiant mon expression. J'ai réfléchi attentivement à la question. Pas triste, exactement. Juste consciente de ce qui aurait pu être dans une autre réalité où ils auraient fait des choix différents. Tu as construit quelque chose de remarquable à partir des cendres, dit Vivian, désignant ma maison, ma vie, la communauté que nous avions créée. Quelque chose d'honnête. La semaine suivante, j'ai reçu une invitation à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur l'éthique financière familiale. Le discours d'ouverture serait prononcé devant des conseillers financiers, des planificateurs successoraux et des conseillers familiaux ou des professionnels qui pourraient aider à identifier et à prévenir des situations comme la mienne. En préparant mon discours, j'ai réfléchi au parcours depuis ce dîner de remise de diplôme jusqu'à ce moment présent. L'argent avait été récupéré, la bataille juridique gagnée, mais la vraie victoire résidait dans la réappropriation de mon récit et dans l'aide apportée aux autres pour qu'ils se réapproprient le leur. Vivian a insisté pour être au premier rang pour mon discours, ses cheveux argentés élégamment coiffés, ses yeux brillants de larmes non versées. À 83 ans, elle était devenue non seulement ma grand-mère, mais aussi mon amie la plus proche, ma co-conspiratrice et ma conseillère la plus fiable. L'abus financier au sein des familles persiste parce que nous ne le nommons pas, commençai-je, en arpentant du regard la salle de professionnels. Nous l'excusons comme étant de la protection, le rejetons comme un malentendu, ou le cachons par honte. Mais le nommer est la première étape vers la guérison, tant pour les individus que pour nos communautés. Pendant 40 minutes, j'ai parlé des signes avant-coureurs, des points d'intervention et du rôle crucial des défenseurs financiers neutres pour les jeunes adultes. J'ai partagé des histoires anonymisées d'auditeurs de podcasts et de membres de groupes de soutien, soulignant les schémas qui transcendent les milieux socio-économiques et les structures familiales. L'argent lui-même est souvent secondaire par rapport au contrôle qu'il représente, expliquai-je. L'impact psychologique d'être amené à se sentir comme un fardeau, d'avoir son autonomie systématiquement sapée, s'étend bien au-delà de la perte financière. La guérison nécessite non seulement une restitution mais une reconnaissance, la reconnaissance que ce qui s'est passé était réel et mal. Après que les applaudissements se soient tus et que la séance de questions-réponses formelles se soit terminée, une file de personnes s'est formée pour me parler en privé. Parmi eux se trouvait un homme plus âgé aux yeux bienveillants et aux manières douces. Ma fille a cessé de me parler il y a 5 ans, confia-t-il. Après avoir écouté votre podcast, j'ai réalisé que j'utilisais le soutien financier pour contrôler ses choix, où elle vivait, ce qu'elle étudiait, avec qui elle sortait. Je n'ai jamais vu ça comme de la manipulation jusqu'à ce que je vous entende décrire votre expérience. Il fit une pause, retenant ses larmes.
J'ai commencé une thérapie. Je lui ai envoyé une lettre, m'excusant sans attente. Je ne sais pas si elle me pardonnera un jour, mais pour la première fois, je comprends pourquoi elle a dû s'éloigner. Plus tard dans la nuit, dans le calme de ma chambre d'hôtel, j'ai appelé Vivien pour partager les événements de la journée. Tu as créé quelque chose d'important, dit-elle, la fierté évidente dans sa voix. Quelque chose qui nous survivra à toutes les deux. Nous l'avons créé, l'a corrigé je. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. Tu aurais trouvé ton chemin finalement, insista Vivien. Tu as toujours eu cette force en toi. Alors que nous nous disions bonne nuit, j'ai pensé à la jeune femme effrayée et confuse que j'avais été à ce dîner de remise de diplôme, se croyant un fardeau, inconsciente de sa propre valeur, isolée par un dessein minutieux. Le chemin de ce moment à celui-ci avait été douloureux mais nécessaire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper l'introduction du livre que j'envisageais depuis des mois. Je n'ai pas perdu une famille ce jour-là à mon dîner de remise de diplôme. J'ai trouvé le courage d'en construire une vraie, fondée sur l'honnêteté au lieu de la manipulation, sur le soutien au lieu du contrôle, sur l'amour au lieu de la peur. Voici cette histoire. Le curseur clignotait sur l'écran, stable et patient, attendant les mots qui transformeraient la douleur privée en dessein public. Dehors, par ma fenêtre, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, chacune représentant une vie connectée à d'innombrables autres par des fils invisibles d'influence et de soins. Quelque part là dehors se trouvaient des gens encore piégés dans le silence, remettant encore en question leur propre perception, se croyant encore indignes de la dignité la plus élémentaire. Pour eux, je continuerai à parler. Pour eux, je continuerai à transformer l'héritage en plaidoyer. Pour eux, et pour la jeune femme que j'étais autrefois, je m'assurerai que le silence prenne fin ici. Que sacrifieriez-vous pour récupérer votre dignité volée? Jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que vous aimez vraiment? Si cette histoire de trahison et de rédemption a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager pour plus de récits puissants Q. Lui explore les ombres au sein des familles et le courage qu'il faut pour entrer dans la lumière.